Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le débriefing F1, c'est sur motorstv.com. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre pour le premier numéro de la saison consacré au Grand Prix d'Australie. Il n'y a pas de raison que ça ne change pas parce que le deuxième Grand Prix il a été plutôt pas mal. Ça s'est passé à Bahreïn, vous le savez. Nico Rosberg l'a emporté devant Raikkonen et Hamilton. Mais il y a pas mal de choses à dire et on va le faire tout de suite avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. On va le faire. Bonjour LFB, bonjour à tous. Ouais, non, ce début de saison est plutôt réussi. Oui. Hein, c'est vrai que en tout cas les dimanches de Grand Prix sont bien. Voilà. On va dire un mot des qualifs, mais Oui. là, je suis plus réservé, c'est un euphémisme. Bon, justement, je voulais qu'on reprenne, avant d'en arriver au Grand Prix proprement dit, deux faits qui ont eu lieu juste avant. Alors le deuxième, c'est les qualifs, effectivement, mais d'abord, l'annonce que Alonso ne pouvait pas participer à ce Grand Prix. Juste une question en passant, est-ce que ça te semble normal qu'on n'ait pas vu une blessure, entre guillemets, il y a 15 jours, qu'on le fait venir, puis qu'on se rend compte au dernier moment, ah bah non, finalement, tu peux pas faire le Grand Prix. Enfin, comment tu vois ça, toi? Alors, qu'on ne l'ait pas vu il y a 15 jours, oui, parce que je pense qu'après un crash aussi violent, on cherchait forcément des séquelles beaucoup plus importantes. Donc là, globalement, on l'a checké, on a dit, bon, bah ça va, il a certainement pas passé un examen plus précis. Maintenant, dans la mesure où j'imagine qu'il avait quand même des douleurs intercostales, comme on dit dans ces cas-là, et pour m'être cassé moi-même des côtes d'un côté et de l'autre, je sais ce que c'est. Donc malheureusement, Fernando a dû essayer de cacher sa douleur, comme il l'a dit, d'ailleurs on peut tenir, etc. Mais il y avait ce qu'on appelle un petit pneumothorax, donc un petit problème au niveau du poumon, pas grave, mais ça peut entraîner des problèmes successifs. Et puis surtout, s'il y a une côte cassée et pas très bien cassée, eh bien effectivement, dans un cas malheureux, ça peut rentrer dans le poumon et là, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Donc oui, je comprends la précaution des médecins de la FIA, franchement. Non, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas décelé plus tôt, quelques jours plus tôt, justement, qu'il n'y ait pas des pré-contrôles, entre guillemets, mais peut-être le pilote a-t-il voulu le dissimuler pour la bonne raison, c'est-à-dire pour essayer de rouler. Bon, ça nous permettra en tout cas de parler de Stoffel Vandoorne dans quelques instants parce que ça sera une des thématiques de cette émission. Les petits jeunes, moi je les appelle comme ça, ils ont un peu crevé l'écran. Mais bon, je te poserai les questions dans quelques instants. Alors on remonte dans le temps, on en arrive aux qualifs. Alors on s'était quitté il y a 15 jours en étant persuadé que les qualifs, on allait rechanger de formule. Donc tu as appris que finalement non. Alors, qu'en as-tu pensé là? Je pèse mes mots, je ne suis pas énervé, lamentable, consternant, perturbant. Dans ces moments-là, la Formule 1, d'ailleurs Toto Wolff l'a dit lui-même, quand on voit des responsables de cet acabit, lui il est responsable de la Formule 1 par rapport à Mercedes, en disant mais, enfin sous-entendu, qu'est-ce que je vais raconter à mes patrons quoi. Moi, la Formule 1 en ce moment me fait l'effet d'un petit animal pris dans le feu et qui court en rond et tu vois qu'il va heurter le feu un peu partout et qui fait n'importe quoi. Il y a des problèmes à résoudre en Formule 1, on l'a assez évoqué ici dans ce débriefing et vous êtes avec nous. Et là aussi, encore une fois, j'intègre tous les avis. Moi j'ai le mien, vous avez le droit complètement d'en avoir d'autres, mais là, il y a un problème grave pour la Formule 1, pour la gouvernance de la Formule 1. Et là, j'en viens, et je l'évoque évidemment à la lettre du GPDA, la lettre des pilotes emmenée par Alex Wurst avec juste rien moins que Jenson Button et Sebastian Vettel, donc c'est du lourd. On s'est mis d'accord sur un texte commun à minima qui dit il y a un vrai problème de gouvernance. Tout est dit. Il y a un problème de gouvernance en Formule 1 qui est reconnu par Jean Todt, le président de la FIA, qui dit on ne peut rien faire, il faut attendre 2020 à cause des accords. Mais écoute, c'est lamentable, il y a un problème d'urgence absolue. Et on se réunit encore dimanche matin après ces qualifs calamiteuses, une nouvelle fois, lamentables, consternantes, je n'ai pas de mots assez forts. Et après ça, on nous dit on peut toujours rien faire. Écoute, qu'il continue à s'enfoncer dans le ridicule. Et malheureusement, c'est quelques centaines, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes moins passionnées que nous le sommes qui vont quitter la Formule 1 et de manière définitive. Et ça, c'est grave. Bon. Donc là, à ce niveau-là, suite au prochain numéro, on verra ce qu'on nous sert. Alors, on en arrive au départ de ce Grand Prix, comme toujours un moment décisif. Et là, ça a été marqué évidemment par cet accrochage entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Bon, alors, comment l'analyses-tu ? Écoute, après avoir revu effectivement les caméras embarquées avec les uns, avec les autres, pour moi c'est un incident de course. C'est sincèrement la sanction qui a frappé Valtteri Bottas était lourde. Je comprends bien, il n'aurait pas dû s'engager là, mais bon, Hamilton rate son départ, il se retrouve complètement à gauche de la piste et après il prend sa trajectoire comme s'il était tout seul. Non, il y a quelqu'un qui est là, qui a le museau. Alors, incident de course. Il n'est pas parti d'un peu trop loin quand même ce quelqu'un ? Il est parti d'un petit peu loin, mais sinon, je ne vais pas le dédouaner. Il a une part de responsabilité, c'est pas ce que je veux dire. Mais le sanctionner de cette manière-là d'un drive-through qui pourrit sa course, clairement, plus les dégâts sur la voiture, je trouve que c'est un peu lourd. Bon, maintenant, c'est pas un drame, c'est pas un scandale. Je peux comprendre que dans le feu de l'action, là aussi, mais enfin, en ayant revu à tête reposée toutes les caméras,
Pour moi, c'est un incident de course avec, si tu veux, un tout petit peu plus de responsabilité pour Bottas que pour Hamilton. Mais Hamilton a vraiment tourné comme s'il était seul. Or, il n'était pas seul puisqu'il avait raté son départ. Bon, voilà. Bon, donc Hamilton qui fait 3, mais qui constate que devant lui, son coéquipier Nico Rosberg poursuit sur sa lancée de fin 2015. Donc tu sais, Jean-Luc, qu'il intègre un groupe très fermé de pilotes qui ont au moins fait 5 succès consécutifs. D'ailleurs, tous, ils ont été champions du monde, c'est peut-être bon signe. Mais enfin bon, on en est à 2 victoires consécutives qui fait suite aux 3 précédentes de la fin de l'année. Donc Rosberg, là, ça se passe très bien pour lui. Écoute, l'une des questions qu'on se posait en début de saison, c'était de savoir si Rosberg continuerait sur cette trajectoire magnifique et ascendante. On disait, bon, Hamilton non pas démotivé, mais bon, il avait eu son 3e titre, il a fait la fête beaucoup, il n'était pas complètement au truc, bon, en plus un peu de malchance, ok. Mais là, quand même, deux mauvais départs d'Hamilton, il faut le dire, parce que peut-être une des clés de ces mauvais résultats, elles sont là, les clés majoritairement d'ailleurs. Il se retrouve à chaque fois 7e au premier tour. C'est compliqué en Formule 1 de remonter malgré une bonne stratégie, une grosse attaque et avec une monoplace dégradée. Là, on l'a bien vu, une monoplace au comportement qui n'était pas tout à fait normal. La preuve, Raikkonen avec sa Ferrari, et tant mieux, reste entre les deux Mercedes. Donc je reviens, non mais pour positiver avec Rosberg, bah oui. Alors en qualif, pour 77 millièmes, mais bon, Hamilton nous fait un tour de folie, un tour de magie. Et là, Rosberg le reconnaît, il dit là vraiment, il a fait un boulot d'enfer. Et puis, bon, c'est génial de les voir tous les deux se tirer la bourre comme ça. Au moins, il y a déjà un intérêt. Et puis le deuxième, c'est que bon sang, les Ferrari sont pas loin. Super départ en Australie, et là, un Raikko solide. Et moi, je regrette évidemment que Vettel... J'allais te poser la question. Bon, là, dans la série, les coups de théâtre qu'on voit quand même pas tous les 15 jours, abandonnés dès le tour de formation pour un pilote du calibre de Sébastien Vettel et de Ferrari, là, c'est sûr qu'il y a des regrets maintenant. Il y avait bien longtemps, ça me rappelle Schumacher à Manicourt, si tu te rappelles, dans un tour pareil de formation où son moteur casse mystérieusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est embêtant, c'est non seulement cette course est blanche naturellement pour lui, mais en plus, ou rouge, comme on veut, mais en plus, eh bien, il perd un moteur probablement, parce que vu les dégâts et vu le panache de fumée, je ne sais pas si c'est une petite problème électronique, comme on disait à la grande époque de l'ingénieur et du commendateur, quand on voyait un moteur exploser avec de l'huile partout, c'était une petite problème électronique. Bon, là, on a bien compris que le berlingue a explosé. C'est ça. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il perdra pas le moteur. Voilà. Bon. En tout cas, tu sais que par qui il est devancé au championnat, Sébastien Vettel? Ben oui, parce par que Romain Grosjean. Et ben voilà, c'est incroyable. Alors j'allais en venir là aux ceux qui méritent un accessible dans ce Grand Prix, parce qu'il y en a plusieurs qui finalement ont émergé. Alors Romain Grosjean, on le connaît, bien sûr, mais là, avec cette nouvelle équipe As, faire après un top 6, un top 5, Jean-Luc. En plus, il a fait le spectacle, t'as vu, avec, il a doublé, il n'a pas arrêté de doubler, non, extraordinaire. C'est génial. Écoute, là, il n'y a rien à dire. Il y a une spirale du succès comme une spirale de l'échec. Et là, manifestement, on est bien parti du côté de Romain et de l'équipe As. Alors, est-ce que ça va durer? C'est pas grave, c'est déjà ça de prix. 6e, 5e, mais où va-t-il s'arrêter, peut-on se dire? Parce que là, avec en plus des qualifs où il est chassé au dernier moment, finalement, du top 8, puis il a un petit sourire malin, et il dit, c'est pas trop grave parce qu'il peut choisir ses pneus. On se dit, quel coup de stratégie va-t-il nous faire? Et là aussi, on rend hommage, on va peut-être en parler, au fait qu'il y ait une ouverture maintenant dans les stratégies des pneus. Donc, il part avec des pneumatiques super soft neufs et il fait un parcours formidable. Là aussi, il échappe lui aussi aux problèmes, il échappe à tout. Non, c'est remarquable, c'est du Romain Grosjean top, là vraiment, avec une bonne voiture. En plus, il est en confiance. Écoute, où va-t-il s'arrêter? J'espère sur le podium déjà, c'est formidable. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis, bravo à cette équipe As, même si, bon, Gutiérrez, il va peut-être falloir qu'il s'en occupe. Sinon, il va déprimer le pauvre. Bon, alors tu parlais des pneus. C'est vrai que c'est global, puisque ça échappe à l'un ou des pilotes. Mais c'est vrai que cet éventail de choix, ces 3 types de gommes différentes, avec des dégradations visibles, de la stratégie, c'est vrai que là, ça fonctionne. Écoute, c'est vraiment génial, parce que là, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que l'équipe va nous sortir. Et puis en plus, c'est une stratégie, et moi j'adore ça, évolutive. C'est-à-dire qu'on part certainement avec un plan précis en disant, voilà, compte tenu de la dégradation des pneumatiques, compte tenu de l'équilibre de notre monoplace, compte tenu des positions, compte tenu de ce qu'on sait d'écart de performance entre les 3 catégories de pneumatiques, on part sur un schéma. Et puis ce schéma, on est forcément amené à le modifier en cours de route, et ça, j'adore ça. Ça veut dire que là, il y a des gens plus malins que les autres. Romain en fait partie, l'équipage jusque-là, avec par parenthèse des arrêts au stand qui ont été convaincants, même si pas parfaits, mais convaincants. Oui, le dernier était long. Mais c'est pas mal quand même. Et puis il y en a d'autres où on se plante et je vais... Williams. Et voilà, je vais forcément les citer. Williams, là on se prend les pieds dans le tapis. Oui, parce qu'au final, 8 et 9. Et on n'est pas habitué à ça de la part de Williams en plus, parce que je le dis souvent, c'est une équipe
que j'adore, moi, parce qu'une équipe de vrais passionnés britanniques de Formule 1 comme on les aime, avec Sir Frank Williams, avec un héritage, avec tout ce qu'il faut, avec 2 pilotes braves, etc. Et ben là, on s'est planté. Ouais. Là, au niveau des stratégies, là, pour le moment, on est plan-plan, on dirait du mauvais Mercedes de la pire époque où on n'ose pas faire les trucs. Non, d'un chien à l'attaque, sabre au clair. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ouais, on est d'accord. Alors, je voudrais qu'on aborde 3 pilotes en particulier. Tu me dis ce que tu en as pensé, mais que du bien, j'imagine. Stoffel Vandoorne. Voilà, donc nous avons eu un débutant, un Belge, qui a remplacé au pied levé Fernando Alonso, qui s'est mieux qualifié que Button et qui termine dans les points. Alors, Carton plein, il n'y a rien à dire, il est formidable. Écoute, vraiment, on savait qu'il avait beaucoup de talent pour être déjà recruté par McLaren, champion GP2. Mais bon, parfois la marche est haute. Oui. On le prévient le jeudi, il saute dans un avion, il arrive, il est cassé en 12. On lui demande si ça va, il dit ouais, pas un mot plus haut que l'autre. Pas de prétention, pas de rien, de rodomontade, il est impeccable, il est modeste et il y a Alonso qui évidemment surveille les progrès du bébé et se dit oula celui-là et puis donc effectivement soyons crus, j'aime beaucoup Button mais il est devant en qualif, en course Button a un problème technique certes mais bon, carton plein, il arrache un point, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la Formule 1, je peux te dire pour être payé ce qu'il est payé et ce qu'il rapporte comme point à McLaren Honda, là c'est formidable. oui, c'est sûr. Alors, je voudrais aussi mettre en avant Kevin Magnussen. D'accord, il n'est pas dans les points. Et d'accord, pour Renault, le bilan est quand même contrasté, puisque Palmer a abandonné là aussi, on va dire ça, au tour de formation. Ouais. Il rentre au stand, mais c'est fini. Donc, c'est pas terrible en soi. Et pourtant, Magnussen, il part des stands et il finit 11. On l'a vu là aussi quand même. Moi, j'ai bien aimé. Il a fait un super boulot. Écoute, là vraiment, il confirme que lui aussi, qui était pilote, on le rappelle, McLaren, un troisième pilote McLaren, qui n'avait pas eu beaucoup de chance dans la première partie de sa carrière, il est solide, il est là, il ne se fait pas démonter par le fait de partir, il est aux portes des points. Indubitablement, quand il partira à sa place sur la grille, qu'il n'aura pas de problème technique, il sera dans les points. Moi, je pense que là, on peut viser entre 8 et 10 régulièrement. Il a le talent pour le faire. Effectivement, et là, du côté de Palmer, il va falloir aussi qu'on y arrive. Ouais. Alors, c'est un problème technique. Il est pour rien. Ça, mais bon, tu sais, la chance sourit toujours aux audacieux. On est d'accord. Et du côté de Manor, Pascal Wehrlein est en train de se construire une petite réputation. C'est tout juste si on ne l'a pas retrouvé en Q2. Ouais. Et c'est tout juste si on l'a pas retrouvé à un moment donné qu'on pensait qu'il serait dans les points. Je veux dire, il termine 13, mais il est devant une Sauber et 2 Force India. Écoute, je l'évoquais sur RMC en direct. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Jules Bianchi, à qui évidemment on rend hommage une nouvelle fois pour son talent, qui avait amené donc cette Manor dans les points à Monaco. Là, c'est indubitablement, ça va venir. On sent que Wehrlein, le garçon n'est pas très sympathique, on l'a déjà dit. Il a un peu le melon, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais en attendant, il a le talent. Là, c'est clair. Là, effectivement, du côté de chez Manor, on est enchanté de ce garçon, surtout qu'il n'a pas de mal à dominer Rio Arianto, le pauvre, qui lui est un peu perdu. Donc là, le différentiel, tu sais, la première comparaison, c'est toujours l'équipier. Mais là, on voit Manor jouer devant les Sauber, jouer avec les Force India. Enfin, c'est super. Non, il est rapide, il est solide, il est performant. Écoute, là aussi, je pense qu'avec de bonnes circonstances, il peut faire un éclat et entrer dans les points. Tout à fait. C'est vrai que les Force India, là, elles ont été nulle part. Enfin, Perez et Hülkenberg qui terminent à la régulière 15 et 16e, c'est incroyable. C'est une bérésina. Là, on ne comprend pas d'ailleurs, parce qu'effectivement, on les avait vus beaucoup mieux. Là, pour le moment, ils sont nulle part. Ouais. Et puis les 2 pilotes Sauber, en passage, dis donc, je sais pas comment ça va se terminer leur histoire, parce que Rosberg, Hamilton, on a suffisamment parlé bien sûr, mais Nasser et Ericsson, on risque peut-être aussi d'en parler. Une petite nouvelle, ils partiront pas non plus en vacances ensemble. Mais de toute façon, tu sais, t'as pas beaucoup d'équipiers, quel que soit l'équipe. Verstappen, je voudrais voir aussi. Rosberg, Hamilton, Voilà, tu peux faire la liste. De toute façon, en général, bon. Bon, écoute, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Red Bull. Ricciardo 4, peut-être à sa place, c'est vrai. C'est bien. Boulot solide. Bon, il s'est un peu ennuyé sur la fin, comme il dit, il était tout seul. Mais non, mais écoutez, le moteur Renault, puisque c'est ainsi, même s'il est rebadgé tag comme on le sait, il est pas mal, il est solide, il est normalement performant, toujours un petit peu en deçà, en retrait par rapport aux Mercedes et Ferrari. Mais bon, quand on termine comme ça, c'est pas mal du tout. Bon, je crois qu'on est à peu près complet. Alors c'est vrai qu'il nous reste à attendre ce qui va se passer au niveau des qualifs. La énième n'en parle décision. Pas. Je suis déjà terrorisé à l'idée de me refarcir une séance de qualif aussi lamentable, aussi pourrie, des pistes vides. Enfin, les Williams ont bien voulu animer un peu je ne vais pas dire du spectacle, mais non, c'est lamentable. La Formule 1 dans cet état-là, c'est cruel. Et encore une fois, je râle parce que je l'aime et que je la défends. Voilà. Bon. En tout cas, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Chine. Oui. C'est dans 15 jours. Nuit de Chine, nuit câline, on verra bien. Voilà, c'est ça. Bon, donc on se retrouvera bien évidemment pour en parler sur motorstv.com. Merci Jean-Luc, merci de votre fidélité. Merci à tous. Et à bientôt. Salut. Salut.